élections législatives à Sao Tomé et Principe, quelques 90 000 électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche. Visite des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en RDC, c'est dans le cadre des prochaines élections. Enfin, le Premier ministre éthiopien a été reconduit à la tête de la coalition au pouvoir. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Des élections législatives auront lieu ce dimanche à Sao Tomé et Principe. Il s'agit d'un scrutin majeur pour ce pays à régime parlementaire. Quelques 90 000 électeurs sont appelés à voter à ces législatives couplées à des municipales pour désigner notamment les 55 députés de ce petit archipel du golfe de Guinée. Les législatives ont lieu tous les 4 ans dans cet archipel lusophone, considéré comme un modèle d'alternance démocratique en Afrique centrale. Sao Tomé est dirigé depuis 2016 par le Premier ministre Patrice Trovoada, fils de l'ex-président Miguel Trovoada. Deux grands partis se disputent la direction du parti depuis son indépendance du Portugal en 1975. Le mouvement de libération du Sao Tomé et Principe, parti social-démocrate passé dans l'opposition, et l'Action indépendante démocratique au pouvoir depuis la présidentielle de juillet 2016. L'ADI possède les pouvoirs législatifs et exécutifs. Le Premier ministre Trovoada et le président Evaristo Carvalho sont tous deux issus de ces rangs. De tendance centre-droit, l'ADI insiste sur les avancées réalisées pendant les 4 dernières années et promet d'aller au-delà. En 2015, le gouvernement s'est lancé dans un plan économique pour s'ouvrir aux investissements et ses indicateurs économiques ne cessent de s'améliorer. Le parti au pouvoir dispose de ressources plus importantes que l'opposition pour cette campagne et organise de grands rassemblements. Ancien parti unique jusqu'en 1991, le MLSTP-PSD, représenté par l'ancien ministre de l'Éducation Georges Boum Jesus, dit vouloir donner la priorité au secteur de santé, de l'éducation et juguler le chômage. Une coalition d'autres petits partis d'opposition, dirigés par l'ancien ministre de la Santé, Arlindo Carvalho, présente également des candidats à ces élections. Plus d'une douzaine d'observateurs internationaux venus d'Afrique, d'Europe, des États-Unis et d'Asie suivront les élections. Également ce dimanche, les Camerounais sont aux urnes pour la présidentielle. Ils auront à départager les candidats en lice, parmi lesquels figure le président sortant Paul Biya, qui brigue un 7e mandat. Le scrutin se tient dans un contexte de crise dans les régions anglophones où la vie économique est considérablement affectée. À Buea, par exemple, capitale régionale du sud-ouest du pays, ce constat est palpable, notamment dans les marchés de la ville qui ne s'anime désormais que partiellement. La ville de Buea, capitale régionale du sud-ouest du Cameroun, fait les frais de la crise qui secoue les régions anglophones du Cameroun. Ici, la vie économique a considérablement ralenti. Ce marché principal qui ouvrait 3 fois par semaine ne s'anime désormais que partiellement le vendredi. Plusieurs étals restent vides et les acheteurs sont moins nombreux en raison de l'instabilité. Avant, quand on venait au marché, on voyait beaucoup de monde. Mais maintenant, vous ne voyez plus personne. Les gens ne viennent pas parce qu'ils ont peur à cause de la crise. Tous les clients sont partis. Avant, ils étaient nombreux, mais plus personne ne vient acheter. Les clients sont partis et tout est vide. Une situation que les habitants de cette région du sud-ouest du Cameroun vivent mal. Beaucoup ont opté pour un boycott de la présidentielle de ce dimanche. Notre président est au pouvoir depuis 36 ans et il n'y a pas eu de changement. Alors, tout le monde est en colère. Je suis en colère. Nous allons à l'école et tu sors sans travail. Rien du tout.
Tout le monde est en colère. En dehors du marché, plusieurs écoles et entreprises de cette région du sud-ouest du Cameroun, touchées par la crise, ont mis la clé sous la porte. 246 000 personnes ont fui leur domicile et 25 000 ont quitté le Cameroun vers le Nigeria, selon l'ONU. Je le disais en titre, les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont rencontré la commission électorale vendredi à Kinshasa au premier jour d'une visite en République démocratique du Congo. Une visite qui intervient à un moment crucial de l'histoire de la RDC et avant les élections prévues le 23 décembre prochain. Emmenés par la France, les 15 ambassadeurs ou représentants des pays membres pourraient rencontrer d'ici la fin de leur visite dimanche, le président Joseph Kabila, en plus des rendez-vous avec des candidats de l'opposition et des membres de la société civile. Pour Fidel Nanga, le Conseil de sécurité a rappelé que la mission des Nations Unies est toujours prête en cas de besoin. Nous sommes ouverts et les discussions vont se poursuivre dans ce sens, a-t-il dit. Le président Kabila a réclamé la semaine dernière devant l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies le début effectif et substantiel du retrait des casques bleus présents depuis 1999 dans son pays, affirmant le caractère irréversible du scrutin présidentiel prévu le 23 décembre. La délégation est amenée par 3 présidents, dont la France chargée de l'élaboration des résolutions sur la RDC, la Guinée équatoriale désignée par l'Afrique et la Bolivie, présidente en exercice, et 5 ambassadeurs en provenance de la France, du Koweït, de la Pologne, des Pays-Bas et de la Suède, précise la MONUSCO. Jusqu'à présent, la commission électorale a respecté quasi à jour près le calendrier électoral et les partis d'opposition se cherchent un candidat unique, sans parler de boycotter ces élections qui doivent organiser le départ du président Kabila après 18 ans au pouvoir. Plusieurs milliers de personnes ont participé vendredi à une marche à Lomé au Togo. La mobilisation visait à demander la libération des personnes arrêtées pendant les grandes manifestations de l'opposition entamées il y a de cela 1 an dans le pays. À l'appel du Front citoyen Togo Debout, qui rassemble de nombreuses organisations de la société civile togolaise, les manifestants ont sillonné la capitale, scandant des slogans hostiles au pouvoir. Au milieu de la foule étaient présents des figures comme Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, et Brigitte Adjamago Johnson, coordonnatrice de la principale coalition de l'opposition, regroupement de 14 partis. Selon Jean-Pierre Fabre, une 50aine de personnes sont toujours détenues dans les prisons togolaises depuis les manifestations organisées ces derniers mois par la coalition pour demander la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père qui a lui-même dirigé le pays pendant 38 ans. Il est indispensable pour que la situation s'apaise, que les personnes détenues arbitrairement, surtout dans le cadre des manifestations, soient libérées très vite. L'opposant Nicodème Ayao Abia, président du parti d'opposition, les démocrates, bouclait quant à lui vendredi son 17e jour de grève de la faim en lieu sûr pour les mêmes motifs, selon son conseiller en communication Achille Messan. L'ancien député avait quitté mardi devant l'ambassade du Ghana, pays médiateur de la crise politique togolaise. À Lomé, sa santé s'étant dégradée. Direction maintenant l'Éthiopie où la coalition au pouvoir a reconduit à sa tête le Premier ministre. C'était lors du congrès de la dite coalition réunie dans le sud du pays. Les 177 grands électeurs du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien ont massivement voté en faveur du Premier ministre Abiy Ahmed et du vice-premier ministre Demeke Mekonnen. Lors d'un vote quasi unanime qui témoigne du soutien officiel apporté à son programme de réforme, le Premier ministre a obtenu 176 voix sur 177 et son vice-premier ministre en a obtenu 149. Abiy Ahmed a pris ses fonctions de Premier ministre en avril après avoir été désigné par la coalition au pouvoir pour succéder à Haile Mariam Desalegn, poussée à la démission par des manifestations antigouvernementales.
Le mouvement de protestation avait débuté fin 2015 en région Oromo, la plus importante ethnie du pays, puis s'était étendu courant 2016 à d'autres régions, dont celle des Amaras. Depuis sa nomination, le Premier ministre Abiy Ahmed, lui-même un Oromo, a multiplié les réformes majeures, libérant des milliers de dissidents et de journalistes, faisant la paix avec l'ennemi intime, l'Érythrée, et annonçant la privatisation de grandes compagnies publiques. Il faut dire que près d'1 million de personnes ont été forcées de fuir leur foyer après de violents combats entre les Oromos et la minorité ethnique des Gédéos dans le sud qui ont éclaté peu après sa nomination. Actualité hors du continent africain, le tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé l'Indonésie font toujours parler d'eux. Plus de 1000 personnes sont encore présumées disparues une semaine après le drame. En plus du bilan très lourd qui a atteint vendredi 1571 morts, le nombre de disparus présumés est estimé à plus de 1000. 7 jours après la catastrophe, le bilan n'en finit pas de monter. Le séisme de magnitude 7,5, suivi d'une vague meurtrière qui a dévasté la région de Palu en Indonésie, restera longtemps dans les mémoires. Les autorités craignent que beaucoup de victimes ne soient restées prisonnières d'un vaste complexe résidentiel où les bâtiments ont été rasés et la terre s'est un peu liquéfiée. Après des jours d'attente, l'aide internationale a commencé à arriver au compte-gouttes dans la zone où près de 200 000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Les voies d'accès et l'aéroport sont très endommagés et ralentissent sa progression. Les autorités s'étaient fixées initialement jusqu'à vendredi pour tenter de retrouver des survivants prisonniers des décombres. Même si une semaine après la catastrophe destructrice, les chances de sortir des rescats sont minimales. Une semaine après la catastrophe, les débris laissés par le tsunami sont partout et de nombreux habitants traumatisés préfèrent dormir dehors dans la crainte de nouvelles secousses. Le vice-président indonésien a annoncé que l'état d'urgence pourrait être allongé de plusieurs mois jusqu'à ce que les habitants de Palu se relèvent. La justice allemande a suspendu vendredi le déboisement controversé d'une forêt pour agrandir une énorme mine de charbon. Cette décision offre aux militants écologistes qui occupaient les lieux un succès tardif après 6 ans de bataille. Cette décision de justice intervient alors que les jours de ce lieu symbolique paraissaient comptés. La forêt de Ambach cristallise les tensions autour de la dépendance allemande au charbon brun, extrait à ciel ouvert sur de vastes surfaces. Non seulement l'énergéticien RWE a déjà défriché 3900 des 4100 hectares de ce bois dans l'ouest de l'Allemagne, mais la police a expulsé ces dernières semaines les dizaines de militants installés dans les arbres depuis 6 années. Se prononçant en appel et en référé, la Cour régionale administrative de Münster a estimé vendredi que RWE n'avait pas le droit de déboiser la forêt de Ambach tant que la justice n'aura pas examiné le recours déposé sur le fond par l'association environnementale Bund. L'association Greenpeace s'en est réjouie et déclare que c'est une bonne journée pour la protection de la nature et du climat et un jalon pour le mouvement anti-charbon. Une vaste manifestation devait rassembler ce samedi 20 000 opposants à l'agrandissement de la mine, mais elle a été interdite jeudi soir par la police régionale. Cette interdiction a fait l'objet d'un recours en référé. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur SICA. À bientôt.